Raccord, la voix des cinéastes de la francophonie canadienne. D'un océan à l'autre, une série de balados du regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de la série de balados Raccord, la voix des cinéastes de la francophonie canadienne, initiée par le regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne, le Raccord, que vous connaissiez peut-être sous le nom du Front des réalisatrices et réalisateurs indépendants du Canada, le FRIC. Pourquoi ce rendez-vous ? Pour promouvoir les échanges et collaborations entre professionnels francophones du pays, pour soutenir la création de projets audiovisuels issus de la francophonie canadienne. Je m'appelle Sven Buridan, je suis gestionnaire de l'accélérateur TADA, une initiative de la Fédération culturelle canadienne française, la FCCF, qui vise à stimuler les partenariats artistiques et culturels de la francophonie canadienne, acadienne et québécoise. Nous allons vous reparler de plan séquence, et oui, pourquoi reparler ? Parce qu'on en avait parlé à l'épisode 1, piloté par le Raccord avec son partenaire l'INIS, l'Institut national de l'image et du son, mais cette fois-ci sous l'angle du pitch. C'est la nouveauté cette année du programme de mentorat pour renforcer l'appui au projet dans le cadre du volet pro des rendez-vous Québec Cinéma qui se déroule en ce moment, en ce beau mois de février enneigé 2025. La 9e édition de Plan Séquence a débuté en janvier et compte 6 membres du Raccord de l'Ontario et de la Colombie-Britannique qui ont été choisis sur la base de leur projet et ont été jumelés avec des professionnels du Québec. Nous remercions le gouvernement du Québec en vertu des programmes de soutien en matière de francophonie canadienne, le gouvernement du Canada et Téléfilm Canada pour leur appui financier. J'ai le plaisir de recevoir Marie-Catherine Massy, comédienne, scénariste et cinéaste, originaire de Montréal, basée à Vancouver, et Sébastien Higgins, réalisateur et scénariste basé à Toronto. Vous êtes membre du Raccord et participant au programme de mentorat Plan Séquence. Nous recevons également Véronique Marcotte, écrivaine, scénariste, ainsi que Mario Bolduc, scénariste et romancier. Vous êtes nos mentors du Québec en scénarisation et en art du pitch. Vous allez nous partager plein de trucs et astuces, on va apprendre des choses aujourd'hui. Alors après cette longue mais nécessaire introduction, j'aimerais commencer un premier tour de table et avec vous Véronique, j'aimerais savoir comment on devient coach en pitch. En ce qui me concerne, c'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie, une grande partie de ma vie comme metteur en scène, à pitcher mes propres spectacles, en français ou en anglais. Et puis, je suis tombée amoureuse avec l'exercice. Donc, quand je suis arrivée à l'INIS et que, parce que j'enseignais la scénarisation de balado au tout début, on m'a demandé de préparer ce cours-là. Et donc, j'avais la base pour le faire. Et c'est comme ça que moi, je suis... Donc, c'est pour ça que je parle d'anecdote. Je suis devenue coach en pitch et j'adore le métier, vraiment. Puis est-ce qu'il y a une différence entre pitcher une série ou un long métrage, une fiction, un documentaire ? J'imagine que oui, mais c'est quoi les petits tweaks là-dedans ? Énorme. D'abord, c'est sûr que quand on pitch un court-métrage, c'est plus facile de structurer sa pensée parce qu'il y a moins de données dans l'histoire, dans le récit. Quand on pitch un long-métrage, là, c'est un exercice plus compliqué parce qu'il faut absolument aller chercher toutes les données qui seront nécessaires à la compréhension de l'histoire. Parce que pour nous, on la connaît, l'histoire, mais la personne en face de nous, on est en train de lui apprendre tout, de A à Z. Le documentaire, comme c'est un petit peu l'écriture du réel, c'est beaucoup d'écriture au montage, on ne sait pas tout à fait ce qui va arriver. On est plus dans l'émotion, puis dans la quête du réalisateur ou de la personne qui présente son documentaire, parce que souvent, ça part de la personne qui le présente. Donc là, c'est autre chose. Je pense qu'on est vraiment plus dans... Évidemment qu'il faut structurer encore là sa pensée, mais je pense qu'il y a une place à l'émotion puis à la quête personnelle. Puis la série télé, c'est autre chose aussi parce qu'il faut raconter l'arc narratif de 8 heures souvent, de 8 fois 1 heure. Donc encore là, c'est beaucoup de préparation à l'avance pour être capable de ne pas s'égarer, ou en tout cas, si on s'égare, d'être capable de rentrer au bercail. Là-dessus, j'aimerais aussi faire un petit tour avec vous, Mario, sur la spécialisation de la scénarisation et du pitch. On n'est plus seulement dans le pitch, là.
Oui, je crois que c'est très important de lier les deux. À mon avis, l'activité principale du scénariste, à part d'écrire, c'est de faire des pitchs. Parce qu'on est toujours sollicité, soit par des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs, des organismes de financement. Donc, on est toujours en train de défendre nos projets, essayer de vendre nos projets donc à ces gens-là. Et c'est sûr qu'en travaillant comme conseiller à la scénarisation, je peux, en lisant le scénario, dire oui, ça c'est intéressant, il faut faire attention à tel aspect du récit ou travailler son scénario de telle façon qu'il puisse être intéressant pour un éventuel acheteur, entre guillemets. Donc, oui, c'est les deux choses, les deux métiers sont nécessaires l'un avec l'autre, effectivement. Est-ce que c'est un regard aussi pour vous d'être capable quand vous lisez un scénario ou un canevas, ou c'est-à-dire c'est un peu ce travail de surligner tout de suite quels sont les éléments forts qui vont faire partie du pitch? Ça dépend à qui s'adresse le projet. C'est sûr qu'un court-métrage, comme disait Véronique, c'est pas la même chose qu'un long-métrage. Moi, je suis plus spécialisé dans le long-métrage, donc je sais exactement ce que le marché, enfin, je suppose que le marché désire ou veut avoir. Et évidemment, il y a des projets pour tout. Il y a des producteurs qui sont spécialisés dans toutes sortes de projets, donc on ne peut pas dire, ce projet-là va marcher, un autre ne marchera pas. Je pense que c'est important, par contre, de souligner à l'intérieur du projet des choses qui peuvent être rébarbatives ou des choses qui peuvent créer des problèmes, ou alors des choses qui sont vraiment intéressantes. Entre autres, la pertinence du projet dans la production actuelle. C'est-à-dire qu'il faut aussi tenir compte du budget. C'est-à-dire que si je vois un scénariste qui écrit un scénario qui est vraiment, qui nécessite des fonds énormes, je vais lui dire tout de suite, c'est une peine perdue. Peu importe la qualité du projet, il n'y a personne qui va le prendre au Québec, en tout cas. Mm-hmm. Voilà. Là, on vient de poser un peu la base, puis je vais tout de suite me tourner vers vous, Marie-Catherine et Sébastien, mais Marie-Catherine en premier lieu, parce que là, vous êtes passé par le crunch de pitch, et en fait, en préparant l'émission, je ne me rendais pas compte, en fait, ma perception d'un pitch, c'était d'être plutôt en mode plénière, de faire une présentation de son projet, puis après d'approcher les producteurs ou diffuseurs, alors que non, pas du tout. C'est vraiment un marathon de speed dating, de pitch vraiment répété à chaque producteur ou diffuseur. Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là? Oui, en fait, on arrive et on ne sait pas trop à qui on va avoir affaire, mais on sait un peu aussi. Donc, on fait un petit peu de la recherche pour voir qui vont être les personnes. Mais on a eu quelques surprises cette année. On en parlait avec Sébastien, où il y avait des boîtes de prod qui se sont rajoutées. Mm-hmm. Donc, au fond, on avait 12 minutes dans le cas des séries pour s'asseoir avec les producteurs ou les plateformes et puis discuter de notre projet. Moi, personnellement, j'ai essayé de garder ça autour de 8 minutes pour pouvoir avoir le temps de discuter avec les producteurs et les plateformes, justement, avoir des questions et quelques retours aussi. Puis ramener 12 minutes en 8 minutes, c'est juste parler plus vite ou c'est vraiment faire des coupes? Non, en fait, avec Véronique, on l'a carrément préparé pour 8 minutes. C'était vraiment du travail en amont. OK. Ouais. C'est pas au dernier moment de dire « Ah non, il faut que je raccourcisse ». Tout ça, c'était pensé, de préparer que le pitch, c'est ce moment de livrer son discours, mais de donner une place à l'échange avec le producteur. En fait, ça, je pense que c'est arrivé à Sébastien. OK. Sébastien? Ouais. Non, pardon. Donc, justement, quand on est arrivé, il y avait quelques boîtes qui se sont pointées qui n'étaient pas à l'horaire dès le début. Donc, j'avais préparé un pitch d'une certaine longueur que je devais raccourcir tout de suite en arrivant. Et donc, c'était un peu intimidant dès le début, mais j'avais vraiment très bien préparé la structure de mon pitch pendant le mentorat sur le pitch, les sessions de mentorat. Donc, j'avais un peu, si vous voulez, comme des morceaux qui étaient tous agencés que je pouvais enlever et retirer au besoin. Puis, au fur et à mesure des sessions de pitch, ça s'est réglé. J'ai trouvé un rythme qui avait de l'allure puis qui laissait place aux questions à la fin. Ça dépendait vraiment de la personne de l'autre côté de la table, de l'interlocuteur. Parfois, ils avaient beaucoup de questions, puis ça devenait une discussion très détaillée. Des fois, c'était juste quelques détails, mais j'ai trouvé ça très important de laisser un petit délai à la fin pour qu'ils puissent poser leurs questions, puis rentrer en profondeur sur les aspects du pitch qui les intéressaient, ou si il y avait des interrogations sur certains détails du pitch, etc. Donc, c'était toute une expérience d'apprentissage, mais j'ai pu évoluer au fur et à mesure que la journée a progressé. Puis à chaque exercice, c'est-à-dire aussi un interlocuteur ou une interlocutrice selon l'énergie même qui se dégage en 12 minutes,
ça réénergise ou ça intimide peut-être, ou pour la prochaine étape? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça un peu déséquilibrés dans votre énergie pour être capable de livrer ces différents pitchs-là? Comment à chaque fois vous êtes capable de vous remotiver, de vous relancer ou... Mais c'est sûr que ça faisait aussi partie de la préparation en amont avec Véronique. On avait parlé de ça parce que parfois, les gens vont aimer ou ne pas aimer le pitch ou ça ne va pas correspondre avec la ligne directrice de la boîte de prod. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre sur soi et comme disait Véronique, on est à la guerre. Et c'est une guerre de tranchées? Okay. Il faut pas abandonner. C'est ça. Il faut recentrer son énergie et juste remanier, en fait. Et puis, parfois, on a des belles surprises aussi. Parfois, les gens... vont nous donner des nouvelles idées. Ça peut arriver aussi. Ah, c'est le fun, ça. Et sans forcément nous faire un pitch de vos projets, mais j'aimerais que vous nous racontiez, avant cet exercice du pitch, quel est un peu votre parcours et quels sont les projets que vous avez présentés respectivement, mais rapidement. OK. Donc, moi, je suis basée à Vancouver, comme vous disiez. Je suis comédienne, scénariste et réalisatrice. Et je présentais, en fait, pour la première fois, un projet de web-série qui s'appelle Squatter, qui est une comédie dramatique. Et c'est l'histoire de 2 cascadeuses qui, pour survivre au coût de la vie qui est immense à Vancouver, déménagent dans une station de police abandonnée. Et elles vont essayer de kidnapper un producteur pour pouvoir réussir dans l'industrie cinématographique. OK, ça met la table, ça met bien la pression. Excellent. Sébastien? Oui, donc moi, je suis un scénariste-réalisateur originaire d'Ottawa. Je suis basé à Toronto aujourd'hui. Je m'intéresse vraiment à des questions, des enjeux sociaux, des questions d'actualité brûlante. Donc, mon projet que j'ai présenté s'intitule Place des Aubes. C'est un long métrage, un drame social qui met en scène 2 amants qui se retrouvent d'une part et d'autre d'un conflit envenimé entre locataires et propriétaires d'un immeuble à Vanier, à Ottawa. Et ce conflit-là survient lorsqu'une rénoviction massive est annoncée dans l'immeuble. Et puis, en fait, les 2 amants, c'est le gérant de l'immeuble qui travaille directement pour le propriétaire et l'autre, c'est une locataire qui mobilise justement ses voisins contre les propriétaires. Donc, au cours d'un été caniculeux, ce conflit-là va menacer de séparer ces 2 amants-là à tout jamais. OK. Puis Mario, Véronique, par rapport à quand vous recevez justement des artistes de la francophonie qui amènent leur projet avec toute cette diversité, pas seulement même du format même, on parlait fiction, documentaire ou la web-série par exemple, donc c'est quand même des articulations cinématographiques particulières, mais aussi du fait d'arriver sur le marché québécois. Est-ce que, au-delà de rentrer dans le travail directement, de pitcher son projet, il y a une forme d'adapter un discours ou de capable de faire ressortir aussi sa diversité francophone auprès du marché québécois qui n'est pas forcément bien au fait, ou peut-être que je me trompe? Non, en fait, je pense pas que le discours soit adaptable. Puis on parlait d'émotion tantôt, mais moi, je parle beaucoup d'authenticité puis de vulnérabilité. Puis ce que, entre autres, j'ai dit à Marie-Catherine puis à Sébastien, c'est si vous pitchez au Québec, dites d'où vous venez puis c'est quoi la réalité. Mais je pense pas que le discours soit adaptable ici. La qualité de l'écriture, elle voyage. On est des Canadiens, donc à quelque part, moi, je pense qu'il faut juste être capable de nommer notre réalité en tant que scénariste et puis de l'adapter en disant qu'on est capable de l'adapter justement à une autre province, là, mais qu'on fait partie d'un pays qui s'appelle le Canada, finalement, là. C'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire qu'avec le projet de Sébastien, par exemple, quand j'ai lu ce projet-là, pour moi, la qualité était évidente, peu importe d'où ça venait. Oui, bien sûr. Sauf que, évidemment, en tant que Québécois, on est toujours en train de se dire, ça se passe à Montréal, et puis là, tout à coup, ça se passe pas à Montréal. Puis je me souviens qu'il y a des personnages qui doivent aller à Montréal. Alors je dis, mais on est où, en fait, là? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose, mais qui sont naturelles pour nous du Québec, parce qu'on a l'impression que tout se passe au Québec, alors que c'est pas le cas. Montréalo-centré, comme on dit. Voilà, exactement. Même pour les régions québécoises. Même pour les régions. Mais, c'est-à-dire qu'on est toujours habitué à qu'il y a des régions au Québec, mais c'est jamais des régions à l'extérieur du Québec. C'est toujours au Québec évidemment. Ou à la Gaspésie ou la Côte-Nord. Alors, évidemment, il faut faire attention à ça, mais moi, ça ne m'enlève pas dans l'appréciation ou l'intérêt que j'ai pour le projet. C'est un super, très bon projet. J'ai beaucoup aimé. Donc, mais il faut effectivement, en pitch,
préciser d'où ça vient et dans quel contexte ça va être tourné. Puis il y a aussi une question qui toujours que je pose, c'est que tous ces projets-là se passent dans un milieu anglophone, donc mais entièrement écrit en français. Mhm. Donc il faut que ce soit quand même plausible. C'est-à-dire que s'il y a des policiers, s'il y a des gens qui interviennent un petit peu dans des scènes, ça ne peut pas être des francophones, à moins qu'on soit dans le nord de l'Ontario ou à Ottawa, par exemple. Oui. Donc c'est important que ce soit plausible à ce niveau-là. Donc j'essaie de souligner pour des choses qui soient plus réalistes. C'est intéressant parce que même si ce n'est pas forcément le cœur du sujet abordé dans vos travaux, il reste qu'effectivement d'être francophone en situation minoritaire, ça veut dire qu'il y a un bassin anglophone alentour et donc un environnement qui fait que ça influe plus ou moins directement par rapport à l'histoire. Donc là, effectivement, pour le marché québécois, c'est toute une lentille et un axe à prendre. Là. Parce qu'il faut éviter le piège qu'à une certaine époque, il y avait des films anglophones tournés à Montréal où il n'y avait jamais de francophones. Donc c'était assez bizarre. Et nous, les francophones, on regardait tout ça avec beaucoup de scepticisme en disant, mais comment ces gens-là, on n'a jamais rencontré aucun francophone, ils se baladent dans les rues de Montréal, etc. Donc il faut éviter ce piège-là, je pense, de l'autre côté. Il faut être plausible jusqu'au bout. Plausible, exactement. Ouais. Okay. Puis là, j'aimerais que vous échangiez justement à partir du moment où vous avez commencé à travailler ensemble. C'est quoi les clés du pitch? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire? Qu'est-ce qu'on doit absolument mettre de côté? Est-ce qu'il y a pas des interdits, mais bon, des pièges dans lesquels il faut vraiment se limiter? Enfin, dans mon cas, pour moi, des pitchs, j'en ai fait aussi en tant que scénariste. Et puis, j'ai un peu essayé de voir ce qui était important. Pour moi, le producteur à qui on parle, c'est quelqu'un qui aime le cinéma. Donc ça, au départ, c'est important. C'est quelqu'un qui a besoin de contenu. C'est quelqu'un qui connaît bien ses possibilités aussi. Donc, il faut bien cerner la personne. Mais c'est aussi une personne qui est très sollicitée, très occupée et qui surtout lit beaucoup de projets. Et ce qu'il faut éviter, selon moi, c'est d'avoir des projets qui sont présentés de façon compliquée. Et il faut trouver un peu l'angle qui va être différent de tous les autres projets qu'ils vont lire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont blasés au sens normal du terme, parce qu'ils lisent sans arrêt des projets, ils sont sollicités toujours. Comme un sénateur romain trop repu, par exemple. Exactement. Je pense que la personne qui fait un bon pitch est capable de trouver l'angle ou la petite chose qui va intéresser, qui va susciter un intérêt différent de la part du producteur. Donc on est un peu aussi au-delà du projet, on est aussi avec la personnalité même des artistes, en fait. Est-ce que ça veut dire ça fait partie du mix dans le pitch, quoi. C'est aussi de faire ressortir vos personnalités. Est-ce que vous êtes plus flamboyant ou peut-être un peu plus réservé? Qu'est-ce qui fait moi, c'est la base, en fait, de ce que je transmets comme enseignement. C'est-à-dire que, aussitôt qu'on commence à discuter ensemble, ce que je leur dis, c'est que il y a un pitch pour un scénariste. C'est-à-dire que ce pitch-là, c'est l'ADN de l'artiste. Parce que le producteur, il ne va pas acheter juste une bonne histoire. Il va aussi acheter la personne avec qui il va parler. Acheter, entre guillemets, bien évidemment. Mais donc, il va avoir une signature. On l'a souvent entendu, là, tout a été écrit, mais pas par moi. Mais donc, c'est qui toi? Et c'est pour ça qu'on essaie de bâtir on essaie d'envisager le pitch comme étant un concept qui ne pourrait être créé que par nous. Et c'est avec cette base-là que je finis par travailler avec les gens avec qui je travaille pour le pitch et qui finissent par faire un pitch qui leur ressemble. Comme disait Mario, moi aussi, j'ai pitché, j'ai une couleur, j'ai pas l'air, là, mais ça m'arrive de dire beaucoup de niaiseries dans une vie. Et puis, donc, toute cette vulnérabilité-là, puis cette authenticité-là, moi, je le mets, évidemment, c'est tout le temps une question de gros bon sens et d'équilibre. Et puis ça, ça fait partie de l'intuition. Cette intuition-là, il faut savoir l'écouter, mais là, rendu là, moi, je peux pas rien faire. Mais cela dit, et puis aussi, ça fait partie, comme Mario disait encore, de la personne qui est devant nous. Ça se peut que j'arrive avec mes petites digressions puis que je m'aperçoive que la personne en avant de moi, elle n'a pas envie de les entendre. Évidemment que je vais m'adapter à qui. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais. Mais je pense que, oui, effectivement, il faut démontrer qui nous sommes à travers un concept de pitch. Combien de fois vous avez pitché chacun en une journée? 12 fois. 12 fois? 13 fois. 13 fois, OK. Puis est-ce que justement vous avez senti... Est-ce que d'ailleurs dans les personnes à qui vous présentiez vos projets, est-ce qu'il y avait et producteurs et diffuseurs ou ce n'était que des producteurs?
Est-ce que vous le savez? Moi, j'avais quelques diffuseurs. Je pense que Sébastien, toi, tu avais... Moi, c'était que des producteurs. Ouais. OK. Et est-ce qu'il y a des différences si on pitch son projet à un producteur ou un diffuseur, ou en fait, on garde la même ligne, mais est-ce qu'il y a des choses à tweaker ou pas forcément? Ben, je dirais que ce que moi, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que j'ai eu la chance, par exemple, de pitcher au FIP, qui est un programme auquel je vais déposer lundi. Donc, j'ai pu avoir comme directement des retours sur... ouais. Ils ont dit, OK, ben, tu devrais changer ça pour ton application. C'est vraiment bon. Pour les plateformes, ça peut s'inscrire dans leur ligne directrice ou non. Donc, mais en même temps, là, eux sont aussi là pour donner comme beaucoup de feedback. Je ne sais pas si j'ai énormément changé mon pitch parce que ça reste comme quand même la même histoire. C'est juste que, mettons, ça va peut-être être plus une discussion avec les diffuseurs que ça va l'être avec les producteurs. Ben bon, premièrement, on a eu la chance d'avoir les contacts de certains producteurs où on a pu envoyer nos pitchs. Fait que ça va être comme une discussion, en fait, je pense, qui va être... qui va continuer. Tu sais, c'est pas fixe. Au niveau des programmes, c'est sûr que, bon, pour moi, qui est le programme qui va fermer lundi, je vais totalement prendre les commentaires. Pour ce qui est du restant, je pense que c'est vraiment de s'asseoir puis de se rappeler c'est quoi la genèse de ton projet, c'est quoi ton idée. Donc, c'est bien beau avoir des commentaires. Il y en a définitivement que je me dis, OK, bon, ben il y a un petit drapeau rouge ici. Si cette personne-là a eu cette critique-là par rapport au projet, bien, il y a vraiment quelque chose à regarder là-dedans. Puis, il y a d'autres commentaires aussi, je pense qu'il faut laisser aller. Il ne faut pas oublier c'est quoi ton idée, qu'est-ce que tu veux dire comme artiste. Si tu enlèves tout de ton projet, c'est quoi qui reste? Ouais, moi, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans notre formation, mes deux mentors, en fait, m'ont conseillé de pas trop de donner de comparaison, de pas trop caser mon film dans un genre précis ou avec une comparaison précise. Mais c'est drôle, les producteurs, ils aiment beaucoup les comparaisons, des fois. Certains, en tout cas. Donc, ils demandent à la fin, OK, ben c'est bien beau, mais ça ressemble à quoi? À quel film et à quel réal? Mais je pense que c'était bien de ne pas le dire dès le début. Parce que là, ils ont une idée faite de ce que ça va être. Mais je pense que ça s'est bien passé dans le fond que ce soit une question à la fin pour un peu clarifier plutôt que de vraiment caser ton film dans une catégorie, mettons. Mais je pense que je reviendrai au propos de Véronique sur le fait de garder ça très humain puis de toujours être conscient que tu as une personne devant toi qui a des émotions et qui a son propre vécu. Et de vraiment approcher ça comme une conversation humaine entre deux personnes qui ont justement leurs propres émotions, leurs propres antécédents. Et puis, c'est quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant selon les conseils de Véronique, de vraiment prendre des pauses puis de lire comment les gens, puis de réagir à leur réaction, en fait. S'ils allument sur certaines parties de ton histoire, de continuer là-dessus. Puis j'ai même eu quelques personnes qui ont dit « J'ai vécu exactement ça dans ma vie. J'ai vécu cette rénoviction-là, où cette relation parent-enfant ressemble à la mienne que j'ai eue avec mon père, ma mère. Et donc, j'ai pu continuer dans cette lignée-là. Mais aussi, ça fait juste des très belles conversations humaines, sans même considérer le contexte professionnel, ce qui a été très enrichissant, je trouve. Donc, si je fais un retour sur ma journée, c'est pas seulement, OK, j'envoie mon pitch à cette personne-là, j'envoie mon scénario à cette personne-là, mais quelle personne a vraiment allumé sur des aspects émotionnels de l'histoire, puis comment poursuivre la conversation avec cette personne-là en particulier. En fait, on n'est pas dans le placement de produit, on est dans le placement d'une œuvre. Donc, c'est pas du pitch marketing, là, c'est vendre une émotion, vendre vendre une œuvre, vendre son parcours artistique. Puis c'est une manière de développer son réseau de contacts parce que ça se pourrait qu'on soit pas au bon moment, au bon endroit avec l'histoire qu'on amène, qu'on apporte. Par contre, si on n'a plu à la personne, si la personne a aimé notre énergie, si la personne a aimé notre univers créatif, ben ça se pourrait qu'à un moment donné, puis c'est souvent, ça arrive très souvent, que 6 mois après, 1 an, on reçoit un courriel en disant « T'as-tu quelque chose de nouveau? As-tu pensé à une nouvelle histoire? Sur quoi tu travailles en ce moment? » Et c'est l'occasion de retourner voir la personne. Mais si on ne l'avait pas rencontré en amont, ça n'arrive pas, à moins vraiment d'être... En tout cas, d'être très connu. En fait, on crée une relation, effectivement, même si le pitch ou le projet n'est pas immédiatement produit, accepté. Oui, c'est ça, c'est créer un rapport privilégié avec un producteur ou une productrice, par exemple. On amorce une nouvelle histoire, en fait, avec une autre personne. Puis si ça clique, ben, c'est une histoire qui va peut-être se poursuivre aussi.
Puis effectivement, pour nous, les scénaristes, on apprend à connaître les producteurs, qui ils sont, ce qu'ils font, leurs forces, leurs faiblesses, ce qui les intéresse. Donc, c'est très, très utile pour nous, pour l'avenir. Quand on va écrire un projet, on va savoir que je peux tout de suite contacter tel producteur qui, lui, pourrait être intéressé par cette histoire-là, parce que je le sais déjà, comme dit Véronique. Exact. Puis alors là, la prochaine étape, exactement, Sébastien, c'est ce que vous disiez. Alors, comment on continue l'entretien? Est-ce que c'est vraiment pratico-pratique? Qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer une petite semaine, on renvoie un courriel, on relance. Comment on relance cet intérêt quand on sent vraiment que ça a mordu à l'hameçon d'une certaine manière, là, avec 2-3 en particulier, le top 3 de vos rencontres? Qu'est-ce que vous envisagez déjà dans les prochaines semaines pour poursuivre cette relation-là que vous avez créée avec cette présentation? Ouais, moi, la chose principale, c'est de leur envoyer un courriel dès que possible, je pense, que même moins d'une semaine, parce que je pense qu'eux aussi, ils ont rencontré tellement de monde pendant le festival et surtout pendant cette session-là de pitch que juste pour réamorcer un peu la conversation, pour leur rappeler qui tu es, quel est ton projet, juste redémarrer la conversation, je pense, aussitôt que possible, c'est bien, puis leur rappeler voici mon projet, voici qui je suis. Juste pour préserver cette connexion-là qui a été établie. Et puis là, par la suite, tout va dépendre de eux, dans le fond, où ils sont, quels projets sur lesquels ils travaillent en ce moment, est-ce qu'ils ont de la place pour mon projet, etc. Mais je pense que c'est de préserver cette connexion qui a été faite dès que possible. Je pense que c'est la priorité pour moi. Marie-Catherine, même chose, j'imagine, mais... En fait, moi, j'ai déjà eu la chance d'aller luncher avec un producteur que j'ai rencontré au pitch lundi. Donc, ça, c'était vraiment une expérience intéressante parce que, pouvoir connaître le producteur, pouvoir voir est-ce que c'est un fit ou pas. Et aussi, eux ont proposé une idée par rapport à ce que moi, j'avais pitché qui était différent de l'idée. Donc, ils vont attendre un pitch de ma part pour une idée qui est dans la même veine, mais qui est un peu différente de ce que j'avais pitché tout en lisant. Donc, je pense que c'est une belle piste, peut-être pour une future collaboration avec cette boîte-là. Sinon, c'est ça. Moi, j'ai déjà envoyé tous mes emails le lendemain matin parce que, justement, je voulais m'assurer que les gens n'allaient pas m'oublier. Et puis, il y a certaines personnes aussi qui m'ont dit, tu sais, si tu as autre chose, tu peux nous l'envoyer. Donc, j'ai comme 2 autres projets de long métrage que je travaille dessus. Je vais probablement comme continuer. Puis, tu sais, voir peut-être si on peut prendre des cafés virtuels, apprendre à se connaître un peu plus parce qu'on s'entend que 12 minutes pour pitcher, puis pour avoir quelques questions. Tu sais, justement, c'est pour ça que je pense que le lunch était vraiment le fun parce que c'était aussi de s'intéresser à qu'est-ce que le producteur fait, c'est quoi leur ligne directrice, c'est quoi le genre de projet. Tu as beau faire de la recherche, mais le contact humain est comme complètement différent. Tellement. Moi aussi, en long métrage, le producteur va vouloir lire. Parce qu'il n'a pas lu encore. Donc, s'il est vraiment intéressé, s'il a manifesté son enthousiasme à l'égard du projet, là, effectivement, il faut recommuniquer avec lui rapidement et attendre sa réaction. Alors, normalement, la réaction d'un producteur qui aime le projet, c'est « je veux lire ». Et là, à partir de ce moment-là, c'est toute une nouvelle étape qui commence parce que lui, il va vouloir donner son opinion sur la version qu'il y a devant lui. Il va falloir aller en développement, probablement, à partir de cette version-là. Donc là, c'est un autre travail qui commence. C'est une relation de travail qui commence. Posée, là. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans le pitch toujours. Là. À un moment donné, il faut passer à l'étape vous êtes sérieux ou pas, parce qu'on ne peut pas, pendant 6 mois, laisser traîner un projet. Oui, ça m'intéresse, mais il faut que le producteur s'engage. Donc, c'est sa responsabilité à lui. Là. On est passé un peu vite sur le fait que vous étiez en exercice de pitch avec une douzaine d'intervenants sur une journée. Avant ça, qu'est-ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui a été préparé? Est-ce que c'était des versions finales de vos projets? Est-ce que c'était des versions encore en travaux? Qu'est-ce qu'on vient amener à quel moment de son projet? À quel moment vous décidez que c'est le moment de pitcher, je suis prêt, parce que c'est une version finale, ou je considère que c'est une V1 bien élaborée, donc je suis prêt à travailler sur une V2, mais tout de suite en demandant un peu l'avis des producteurs? Pour moi, j'étais avec le soutien de Mario puis le programme, je me suis rendu à la V2 de mon scénario, donc j'étais à cette étape-là. Puis Mario m'a aidé également avec à construire un bon synopsis, un synopsis long, un synopsis court. Donc à ce moment-là, je savais que j'avais une histoire qui tenait debout, j'avais un bon résumé de mon histoire qui pouvait attirer l'attention d'un producteur potentiel. Et puis par la suite, c'était avec Véronique de vraiment
bâtir les compétences nécessaires pour justement détailler ça dans un mini-discours d'environ 12 minutes. Donc, c'était en gros ça le processus pour moi. Version 2 que vous considériez comme une version presque finale ou vraiment... Exact. OK. Ouais. Et Marie-Catherine, puis en plus, la web-série, c'est une écriture bien particulière aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'est tout nouveau pour moi. Moi, je viens plus du long métrage. Donc, avec ma mentor, Pascal Bilodeau de l'INIS, j'ai la chance d'apprendre les compétences, en fait, comment écrire la web-série. Et donc, je pense que c'est un petit peu différent parce que, bon, il y a des diffuseurs qui rentrent là-dedans en télévision, puis aussi producteurs. Donc, moi, c'était plus un synopsis détaillé que j'avais écrit. Et justement, en parlant avec des producteurs, on m'avait dit « écris pas trop » parce que tout le monde veut pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce cas-là. Donc, presque de proposer quelque chose encore un peu malléable, pas complètement ficelé. Oui, et c'est justement un truc pendant les pitchs, les producteurs, ils veulent vraiment savoir est-ce que tu as trop écrit, ils veulent savoir est-ce qu'ils vont pouvoir mettre leur couleur là-dedans. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une question qui revenait à chaque pitch. Mais c'est différent en long métrage qu'en série télé, parce qu'en long métrage, il faut vraiment arriver avec un scénario de A à Z à lire, tandis qu'en série, effectivement, on peut arriver avec un synopsis qui est solide, une courbe qu'on connaît par cœur, mais il faut laisser place justement à ce que quelqu'un d'autre propose certaines idées ou pistes à suivre. Oui, mais effectivement, en long métrage, je crois qu'il faut avoir le scénario complet. Par contre, il faut laisser de la place au producteur, parce que le producteur, lui, vit une partie de ses revenus viennent du développement. Donc, si on ne lui laisse aucune marge de manœuvre, aucun producteur qui va prendre le projet et dire, bon, demain, je commence la production, je le soumets en production. Il va vouloir le développer davantage, faire une deuxième, troisième phase de développement. Donc, c'est sûr que pour le scénariste, c'est sa version finale, peut-être. Mais il faut s'attendre à qu'il soit assez flexible pour dire, bon, ben voilà, j'ai encore beaucoup de choses à faire parce qu'il faut laisser au producteur la possibilité de financer son développement. Oui. Donc, oui, puis d'y mettre une autre couleur. D'y mettre une autre couleur ou en fait de justement commencer cette relation de travail entre les deux. Là. Vraiment intéressant. Est-ce que, et maintenant, donc, avec toutes ces informations-là, toute cette expérience-là qui a été acquise, et le fait que vous soyez membre du Raccord, est-ce que vous voyez, Marie-Catherine et Sébastien, devenir coach en pitch pour tous les autres membres du Raccord? En tout cas, comment vous allez faire ce transfert d'expertise en francophonie canadienne? Parce que je le vois pour plein d'autres domaines, que ce soit dans le domaine du numérique. Il y a énormément d'expertise au Québec. Et on est capable d'aller puiser cette expertise-là avec justement des projets où on va créer des relations et des partenariats Québec et francophonie. Mais il ne faut pas toujours qu'on compte sur le Québec. Et maintenant, à partir du moment où on va acquérir de l'expérience, comment on va être capable de faire voyager cette expérience-là auprès des autres membres d'un regroupement tel le Raccord, par exemple? Ben moi, je dirais que je me considère pas encore comme expert à 100% en pitch. J'ai eu une très bonne expérience d'apprentissage pendant les rendez-vous, mais je pense que je dirais aux autres membres, je leur donnerais des conseils plutôt pratiques. Comment se préparer, comment aborder les conversations, comment passer au travers de ce marathon-là qui est le grand flirt. Mais je pense que c'est quand même très important d'avoir un coach formé comme Véronique qui a l'expertise nécessaire pour prendre ton histoire, prendre ton parcours personnel, puis t'aider à créer un récit palpitant pour un producteur. Mais pour moi, ce serait plutôt des conseils pratiques que je donnerais, comment se préparer pour la journée en tant que telle. Ouais, mais moi, j'irais pas mal dans la même veine que Sébastien parce que honnêtement, j'ai l'impression que j'ai encore beaucoup à apprendre. Tu sais, même dans la journée où on a fait les pitchs, j'ai l'impression d'avoir changé mon pitch, puis en fait d'avoir raffiné le pitch et j'ai compris, tu sais, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Surtout le rapport humain, en fait. Et, tu sais, parler des thèmes et justement, selon la personne que tu as devant toi, je me suis rendu compte que c'était un autre univers qui devait être pitché. Donc, ouais, je crois qu'avant de devenir coach, mais comme Sébastien, j'aimerais bien partager avec mes collègues de la Colombie-Britannique ce que j'ai appris avec Véronique. Là, je me retourne vers vous, Mario et Véronique. Pour rapper le balado, puis pour donner des dernières informations, des derniers cues, ça serait quoi le chemin de fer idéal d'un pitch? C'est quoi la ligne directrice? C'est quoi les grandes lignes, si on est capable d'en élaborer une comme ça, un peu à la... Il y a
il y a des lignes directrices différentes pour chaque formateur en pitch. Donc, puis c'est souvent ça aussi à l'INIS. Chaque enseignant ou formateur en scénarisation vont vous montrer sa méthode, leur méthode. Moi, c'est ce que je fais aussi. Alors moi, ce que je propose, c'est de bâtir son pitch comme un concept en commençant par quoi j'ai envie de commencer mon pitch. Est-ce que j'ai envie de commencer en racontant l'histoire? Est-ce que j'ai envie de commencer avec ma démarche artistique? J'explique rapidement, mais peut-être que le film ou le projet que vous désirez déposer est en lien très serré avec une démarche qui existe depuis des années. Et donc, ça peut être très important donc de dire j'arrive de là, puis c'est pas pour rien que je vous présente ça. Puis ça peut être aussi, si c'est très, 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 très fort, de mentionner, moi, j'ai fait ce film parce que, et d'expliquer l'élément déclencheur. Je vais souvent donner l'exemple depuis quelques semaines de Pascal Simon-Pietri qui disait, il marche à Vancouver, il se demande justement, est-ce que j'ai quelque chose qui me vient de la Syrie, moi, parce que je suis syrien, mais je suis jamais allé dans le pays. Il passe devant un restaurant, puis il voit une paire de vieilles mains en train de hacher le persil. Et tout de suite, il pense à sa grand-mère qui lui a enseigné à faire le taboulé. Et il dit, mais j'ai ça, moi, j'ai le taboulé, en fait, comme héritage. Et moi, j'ai dit à Pascal, commence comme ça, ton pitch. Donc, et puis après, ben, c'est sûr qu'il faut réfléchir, puis Mario en parlait, il faut réfléchir à la faisabilité. Il faut être capable de répondre aux questions budgétaires, sommairement, en tout cas. On en a parlé avec Sébastien à un moment donné. Sébastien, j'ai dit, oh, OK, attends un peu, ton film se passe dans un immeuble. Tu vas peut-être te faire poser la question, est-ce qu'il faut louer un immeuble? Et puis à un moment donné, au final, on s'est dit, ben non, ça prend 3 appartements, puis un couloir commun, puis c'est tout. Puis ça, c'est très faisable au niveau budgétaire. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'il faut poser. Puis après, bien évidemment, structurer son histoire et faire des choix. Je raconte l'histoire de qui? Et puis, comment je la raconte? Puis quels sont les éléments qui sont importants à la compréhension de cette histoire-là? Moi, j'ai transmis 9 points sur lesquels s'attarder. On ne s'attardera pas là-dessus aujourd'hui parce que ça va être trop long. Mais c'est ça. En gros, c'est ça. Puis d'être capable aussi physiquement, d'être confortable dans le regard de l'autre. C'est bête, hein, mais la synergologie, le langage du corps est super important. Ah oui. Donc, si on n'est pas capable d'être confortable dans le regard de l'autre, ça devient un peu compliqué de provoquer un certain attachement, ne serait-ce qu'à notre histoire. Une bonne poignée de main, une bonne posture, une bonne voix. Moi, quand je suis nerveuse, je viens high pitch, je parle vite. C'est vraiment agaçant. Écouter qui on est, écouter notre corps, puis ne pas oublier qu'on est là avec lui. Hein? Il est avec nous, ce corps-là. Il n'y a pas juste notre histoire, il n'y a pas juste notre tête. Donc, c'est en gros... C'est un exercice physique, le pitch. C'est absolument. Oui, tout à fait. Puis, c'est questionner sur notre naturel. Il y a des gens qui ont des naturels bêtes. Et ça, ben, c'est dangereux en pitch. Il faut être capable, ne serait-ce que si on n'est pas capable de sourire avec les dents, de sourire avec les yeux. Alors, c'est un paquet de trucs comme ça, de petits à des plus grands détails. Et comme Véronique l'a dit, moi, pour l'avoir fait en tant que scénariste, un grand flirt et des pitchs comme ça, on est comme un comédien, on est comme un acteur. Au début, le premier producteur, le deuxième producteur, on est un peu maladroit, on choisit mal ses mots. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, on devient super bon. Je pense que les derniers, là, évidemment, on peut déballer notre matériel. Ça va très, très bien. On est capable on connaît nos points forts et tout. On est enthousiaste sans être hystérique et tout, bon, etc. J'adore. Tout va bien. Et je crois que c'est comme un comédien qui joue, qui fait une répétition. Donc, une fois que la répétition est terminée, il est très, très bon. Donc, c'est un peu le conseil que je donnerais aux scénaristes, de ne pas se décourager si le premier producteur, deuxième producteur, on est un peu maladroit, un peu mal à l'aise. Au contraire, ça va s'améliorer au fur et à mesure, surtout si les gens sont intéressés par le projet. Ça reste que ça demande une préparation incroyable, parce que pour être capable de dérouler 12 fois le pitch avec, en sentant qu'est-ce qui passe dans le regard, dans l'intérêt, ça passe ou ça passe pas, d'être capable de faire presque un reset à chaque fois, mais avec une nouvelle énergie, de pas trop s'emballer, de pas trop déprimer s'il y a un passage à vide. Donc c'est là où effectivement c'est de l'importance d'un entraînement, d'un coaching. J'utilise l'anglicisme à bon escient là, mais on est vraiment là-dedans. Mais je vous remercie infiniment pour tous ces trucs et astuces là qu'on a déjà dévoilés aujourd'hui, si tant est qu'évidemment c'est pas suffisant pour prétendre à pitcher après son projet. Merci infiniment du partage de vos expériences, Sébastien et Marie-Catherine, et puis on vous souhaite la meilleure des chances et des réussites pour vos projets.
Merci. Et oui, de profiter en fait de vos expériences, d'être capable de les transmettre auprès des autres membres du raccord. Là, je suis assez curieux de voir comment ça va circuler dans la membriété du raccord. Mario, Véronique, merci infiniment. Merci, Et je Sven. vous dis à bientôt. À Merci. bientôt, merci. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Très bien.